Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Commençons cette émission avec une info pour les étudiants souhaitant intégrer l'ESP. Attention, une augmentation des demandes de 70% en Lorraine et de 140% à Sarreguemines a motivé l'avancement de la date de fermeture du serveur de préinscription à demain. Avis donc à ceux qui se destinent au professorat, inscrivez-vous sans tarder. L'info à la une aujourd'hui sur Mosaïque, c'est le beau cadeau que s'est offert l'entreprise Rennes pour son 40e anniversaire. Un bâtiment tout neuf qui illustre bien l'ambition de la société spécialisée dans la boîte aux lettres. Les dirigeants ont fait le constat qu'avec Internet, le courrier se fait plus rare, à la différence des colis. Une situation qui amène le monde de la boîte aux lettres à évoluer. On en parle plus en détail dans un instant. Pour les autres sujets abordés aujourd'hui, voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, un réseau de chaleur pour Sarreguemines. Hier soir, le conseil municipal s'est penché sur le projet de réalisation d'un réseau de chaleur d'une dizaine de kilomètres autour de la zone industrielle. Réflexion sur le lien humain avant et après l'attentat à Charlie Hebdo. Une conférence était organisée par l'association du Collège des psychologues du CHS. Des nouveaux locaux en cadeau d'anniversaire pour l'entreprise Rennes qui fête ses 40 ans. Quand la santé et le sport de haut niveau sont incompatibles, les dommages sont collatéraux. Patrick Montel a évoqué le sujet en public avec Quentin Bigot. Les enfants de Woustviller se sont plongés dans les jeux d'antan durant un après-midi. Tendance nature, Steve Wadsworth-Shore a hérité du mode de vie de ses ancêtres natifs d'Amérique. Enfin, dans Impact Eco, découvrez la citadelle souterraine de Verdun. Et puis séquence souvenir, il y a 9 ans, jour pour jour, les élèves de l'école élémentaire de Houndelin inauguraient leur préau. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. 57 enfants ont participé à la réfection du préau et y ont créé une fresque. Celle-ci représente chaque continent et s'intitule « Les maisons du monde ». Le but est de faire prendre conscience aux élèves de l'existence de chaque continent. Pour ce projet, l'école a reçu 600 € de subvention de l'inspection académique. Les travaux ont été réalisés avec l'aide de la mairie et avec celle de Géraldine Meyer, aide éducatrice spécialisée en art. Et la prochaine inauguration de fresques scolaires aura lieu ce jeudi après-midi à Sarreguemines. Les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne ont réalisé une fresque monumentale dans le cadre du festival Cabane. Elle sera implantée sur le pignon de la maison du périscolaire, rue de la Cité. Quoi de neuf côté météo? Voici les prévisions pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain l'amélioration se confirme. La matinée débutera tout de même fraîchement, mais cette sensation va s'estomper au fil des heures grâce au retour du soleil. L'après-midi restera ensoleillé et le ciel sera accompagné de quelques nuages de beau temps. Côté température, le cap des 20 degrés est à nouveau franchi. La matinée débutera avec de 5 à 8 degrés et les températures remonteront entre 20 et 23 degrés l'après-midi. Demain mercredi 24 juin, nous fêtons les Jean-Baptiste. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h35. Et tout de suite, on fait abstraction du mauvais temps et on se met de bonne humeur. Alors Marine, dis-moi, qu'est-ce qui te met de bonne humeur ? Moi, c'est surtout le sport. J'adore le basket et puis m'amuser avec mes amis. Et si tu avais une recette du bonheur, ce serait quoi ? Toujours sourire. Et même voir les autres sourire, ça redonne tout de suite le sourire, donc toujours sourire. Tout le monde. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, ArcelorMittal va embaucher 25 personnes en CDI d'ici la fin de l'année à Uckange. 10 millions d'euros ont été investis pour faire de ce site l'un des seuls en Europe capable de façonner de manière précise les aciers ultra durs. Les commandes sont telles qu'il faut embaucher.
En page locale, Rucon sera la première entreprise à s'installer sur l'Europole 2. Le déménagement est prévu pour le mois de septembre. Pour le moment, Rucon est installé dans les locaux d'Espace Entreprise et ce depuis 2014. Rucon est spécialisé dans l'assemblage de ventilateurs industriels spéciaux ou sur mesure. Notez que 80% de la production est destinée à l'export via des sociétés françaises. Enfin, dans l'édition de Forbach, des comédiens de la troupe du Kaléidoscope ont joué le rôle de patients en suivant les scénarios écrits par les formateurs. Et c'était pour l'évaluation des élèves infirmiers de l'IFSI de Forbach. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. La SARL Rennes, basée à Woustviller, c'est 25% du marché français de la boîte aux lettres. Loin de se reposer sur ses lauriers, l'entreprise veut continuer à aller de l'avant. À l'occasion de son 40e anniversaire, elle a inauguré un nouveau bâtiment pour accompagner son développement vers la boîte aux lettres de demain. Reportage de Jean Birkel et Thomas Drouin. C'est lui qui ne connaît pas le passé, ne peut pas affronter les futurs. Par cette citation qu'il attribue à Roman Herzog, Martin Rennes, fondateur de Rennes France, donne le ton de cette festivité pour le 40e anniversaire de l'entreprise. À l'origine de l'aventure, on retrouve une entreprise allemande qui, en 1975, souhaite profiter d'une nouvelle norme postale française pour s'installer dans l'Hexagone. D'abord basée à Puttelange-au-Lac, elle n'a cessé de se développer, transitant par Leiviller avant de s'installer à Woustviller en 1988. Aujourd'hui, nous sommes 100 personnes avec un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros et nous détenons 25% du part de marché. L'entreprise spécialisée dans les boîtes aux lettres ne souhaite pas en rester là, car pour ses 40 ans, Rennes France a inauguré un bâtiment de 1000 m² pour accompagner son développement. Face à l'évolution du trafic postal, avec de moins en moins de lettres et de plus en plus de colis liés au commerce sur Internet, la société se lance sur un marché encore inexistant, celui des boîtes à colis, basant leurs réflexions sur des études faites par la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à domicile. 82% des consommateurs, des e-acheteurs, souhaitent et privilégient une livraison à domicile. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse à ce souhait. Donc si nous amenons une réponse, notre produit sera pertinent et gagnera. L'objectif affiché est d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros d'ici 15 ans, un développement de cette entreprise familiale qui passera aussi par des embauches. Du bois de chauffage pour la ville de Sarreguemines, il va en falloir quelques tonnes. Enfin si et seulement si le projet de réalisation d'un réseau de chaleur voit le jour. Hier soir, le conseil municipal de Sarreguemines s'est penché sur le sujet. Jean Birkel a assisté à la séance. Il y avait de longue date prévu ces congés. Jean-Luc Eberhardt en vacances, Christian Hector prend place. Le directeur des services techniques de la Casque a remplacé son homologue à la ville hier soir pour présenter un projet de longue date. La création d'un réseau de chaleur à partir d'énergies renouvelables et de biomasse à plus de 50%. Concrètement, il s'agirait de 2 chaufferies installées en zone industrielle, d'une puissance thermique de 90 MW et d'un réseau de chaleur d'une dizaine de kilomètres. L'ensemble représenterait un investissement estimé à près de 30 millions d'euros. Un projet qui répondrait à des sollicitations d'entreprises comme Continental, Steeltech ou Procter & Gamble. Objectif : réduire de 75% les émissions de CO2 et mutualiser le coût de chauffage des bâtiments, des services de la ville et de l'agglo. En fait, c'était une des incidences de l'élaboration de notre plan climat en 2009. Et c'est vrai que la ville de Sarreguemines a participé activement à l'élaboration de ce plan climat. Et dans ce cadre-là, la sobriété énergétique et la limitation des gaz à effet de serre était un enjeu majeur. On a un potentiel sur 30 000 tonnes de bois qui pourraient être sortis. On a un potentiel de la création d'une dizaine d'emplois, on va dire plutôt des emplois peu qualifiés, et peut-être aussi 5 ou 6 emplois sur une plateforme de préparation du combustible. Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas de traverser la Sarre pour aller du côté allemand? Pourquoi? Tout simplement parce que si on alimentait des bâtiments publics ou privés, ça nous permettrait de solliciter un financement auprès de l'Europe et d'Interreg notamment. Est-ce que dans le cadre des quotas de forêt, de bois que fournit la France, on est prêt à donner des quotas à l'Allemagne?
Et d'un côté, vous avez un pays qui, lui, a une stratégie différente en termes d'utilisation de la forêt et qui ne sera peut-être pas prêt, je parle de la Sarre, à fournir des quotas de bois sur un projet transfrontalier. Ce n'est pas un problème par rapport à l'ADEME, ce ne sera pas un problème non plus par rapport à l'opérateur qui pourra être retenu. Par contre, pour les crédits Interreg, il faudra qu'on regarde, parce que c'est l'opérateur qui va investir, ce n'est pas la collectivité. Mais l'idée du transfrontalier et d'Interreg, c'est aussi de bénéficier de subventions européennes qu'on ne peut pas avoir si on ne traverse pas la frontière. Et là, les subventions seraient très importantes. De toute façon, les choses vont se mettre en place maintenant en termes d'études. Hein. C'est l'objet de notre délibération de ce soir. Hein. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce rapport est donc adopté et je vous en remercie. Où va l'humanité? Voici une question préoccupante et particulièrement d'actualité au regard des dramatiques événements qui se sont déroulés en début d'année. Pour tâcher d'y répondre, ou au moins faire en sorte de trouver des explications à cette situation, une conférence débat était organisée à l'IFSI. Guillaume Dumontail y a assisté. Et tout proche de chez nous, la profanation de 250 tombes juives par de jeunes adolescents. L'attentat perpétré contre Charlie Hebdo, la prise d'otages meurtrière dans le supermarché Cacher, ce que l'on pourrait qualifier d'attentat suicide dans les Alpes, avec la désintégration de l'avion A320 ayant causé la mort de 149 personnes en plus du copilote, les faits divers sidérants n'ont pas manqué cette année. Ces événements sont à l'origine d'un mal-être qui aurait comme conséquence l'apparition de pathologies comme la dépression, la mélancolisation du lien social ou des passages à l'acte auto- ou hétéro-agressifs. Alertée par la fréquence de ces troubles, l'association du Collège des psychologues du CHS de Sarreguemines a décidé d'organiser une conférence débat en partenariat avec l'Université Paris Diderot et l'hôpital de Sarreguemines. Les citoyens, les cliniciens que nous sommes ne pouvons rester indifférents face à l'émergence de positions extrêmes. Dans ce monde contemporain, de ces mouvements de radicalisation, de rejet de l'autre en tant que différent de soi. 3 intervenants de haut niveau ont pris part à cette conférence débat sur le vivre ensemble, se demandant si l'on assiste à une déshumanisation du lien. Les réflexions ont notamment porté sur l'humour, en référence bien évidemment à la fusillade intervenue dans les locaux de Charlie Hebdo. Pour qu'il y ait de l'humour, il faut s'adresser à quelqu'un qui est à même de recevoir l'humour, de l'entendre et de participer à la réussite de l'humour. Dès qu'on range cet humour-là dans la catégorie du blasphème, à ce moment-là, si vous voulez, ceux qui se réclament d'un corps de croyance et de comportement se sentent autorisés, légitimés dans l'éradication de celui qui a blasphémé. Qu'est-ce qui permet qu'au nom du blasphème, on puisse supprimer l'autre? L'uniformisation due au port de l'uniforme est également une réflexion évoquée. L'attitude de Charlie Chaplin dans Le Dictateur a servi d'exemple, ainsi que le film Train de vie de Radu. Quand des gens vont se diviser entre les SS et les déportés se prennent de plus en plus pour des SS et les déportés aussi pour des déportés. Et comment la question de l'uniforme a un impact sur, on va dire, le moi humain. Les phénomènes de masse engendrent des conséquences en excluant ceux qui pensent différemment. L'apparition massive de messages « Je suis Charlie » suite au choc émotionnel engendré par les attentats de janvier ne fait pas figure d'exception. Cette conférence débat, intéressante et ouverte à tous, devrait être suivie en septembre d'une deuxième opération sur le même thème. Le rapport dominant-dominé. Battre des records au détriment de sa santé, c'est le choix fou que font certains sportifs, comme le lanceur de marteau Quentin Bigot. Ce sportif de haut niveau est revenu sur sa dérive lors d'une conférence sur le sport et la santé, animée par le journaliste Patrick Montel. Direction les cours de la Blise, c'était en marge du tournoi AVS Santé de tennis handisport. Vous le poussez vers la tricherie, vous le poussez vers le surentraînement. À quoi s'expose-t-on quand on aspire à devenir le champion? Les scandales de dopage rappellent ô combien la construction mentale de l'homme peut être fragile quand il n'y a qu'une voie et une seule, celle de la victoire. Ce que rappelle l'entraîneur sportif Patrice Ragny en préambule de cette conférence. Pour l'illustrer, qui mieux que le Mosellan Quentin Bigot, sans doute le meilleur lanceur de marteau en France, qui a été suspendu pour 2 ans à l'issue des championnats d'Europe d'athlétisme par équipe en 2014. Dans un tandem avec le journaliste Patrick Montel, ce sportif de haut niveau explique, et c'est tout à son honneur, comment à l'âge de 20 ans,
Il s'est laissé convaincre de prendre des anabolisants. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu en as parlé à des gens? Est-ce que tu as fait ça tout seul? Comment ça s'est passé? Je voulais aller aux Jeux Olympiques. Forcément, c'était l'année, je sortais de mon année junior avec une belle place de champion d'Europe junior. Un record de France, presque un record du monde junior, sans me doper, sans rien. Et puis là, on est rentré donc, avec mon entraîneur dans ce processus de dopage où il m'a dit si tu veux aller aux Jeux Olympiques, tu n'auras pas le choix. Après, on a tous les deux notre part de responsabilité, c'est 50-50. Est-ce que le sport de haut niveau doit être loué comme on le loue sans arrêt? Alors moi, je suis un peu schizo là-dessus, c'est-à-dire que j'ai une double facette. J'ai la facette en direct où je peux pas ne pas m'extasier parce que c'est l'émotion qui me gagne. Et donc, je me laisse un peu aller. Et puis après, il y a le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, effectivement, c'est de se demander si les dérives sont acceptables par rapport au sport de haut niveau. Et je ne suis pas certain qu'effectivement elle le soit. Des dérives liées aussi aux enjeux économiques ou médiatiques que connaissent moins les sportifs en fauteuil. En témoignent certains des meilleurs joueurs de tennis mondiaux présents lors de l'Open de tennis handisport de Sarreguemines. Leur combat, c'est avant tout de gagner la reconnaissance du public. Ils jouent dans un anonymat relatif. Je trouve que c'est vraiment dommage. J'aurais envie que les handisports soient considérés comme ils le sont en Grande-Bretagne, où ils sont parfaitement intégrés dans la culture sportive du pays. On a encore beaucoup de boulot à faire. Et rien que pour ça, je ne suis pas prêt de renoncer. Il faut se battre, il faut continuer à se battre, et parce qu'ils méritent largement la même exposition que les valides. Et notez que l'Open de tennis handisport devrait encore monter en niveau en 2016. Les organisateurs rêvent de rassembler les 40 meilleurs joueurs mondiaux. Parlons maintenant de joueurs d'un autre ordre, sans télé, sans console, sans ordinateur. Mais comment passait-on le temps autrefois? La bibliothèque de Woustviller a voulu montrer aux enfants et à leurs parents qu'il est possible de passer tout un après-midi à s'amuser sans avoir recours à la technologie. Reportage. Mais à quoi pouvaient bien jouer nos grands-parents quand ils étaient petits? C'est ce qu'ont pu découvrir les enfants de Woustviller dans le cadre du festival Un sous livre. La bibliothèque de la commune, en partenariat avec la médiathèque communautaire de Sarreguemines et la ludothèque Beau Soleil, a fait un bond dans le temps pour proposer aux enfants des jeux d'antan. Tablettes et consoles ont laissé place à des jeux en bois durant tout un après-midi. Toupie du roi, Stick-Asie, Spirou-Bille... Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ces jeux existent bel et bien et les enfants ont pu les tester. En fait, le but du jeu, c'est de passer, son pion dans le petit trou et après on gagne un point. Il faut que moi, je mette la bille chez l'autre adversaire. Et après, si je mets la bille, j'ai un point. Et au bout de 5 points, celui qui gagne, il a le droit à une brochette de bonbons. Il y a un petit carré où on devait lancer des jetons et on devait essayer de tirer dans le 1000 ou dans le 200 ou dans les autres nombres et on gagnait des points. Plus d'une cinquantaine d'enfants âgés de 3 à 12 ans sont venus participer aux différents jeux installés dans la cour de la ferme du Chambourg. Les découvertes et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Ils sont très curieux parce que finalement ils ne connaissent absolument pas et il y a le côté aussi très convivial. C'est-à-dire qu'ils sont heureux de pouvoir partager un jeu avec leurs camarades et ils ne connaissent pas, quoi. C'est autre chose que de taper sur une tablette où ils sont tout seuls finalement. Là en fait c'est très convivial parce qu'en face d'eux ils ont quand même plusieurs camarades avec lesquels ils peuvent partager un moment de jeu. En solo, en duo ou en équipe, plusieurs générations se sont réunies autour de ces jeux anciens. L'enthousiasme des enfants présents prouve que les nouvelles technologies ne sont pas le seul moyen de se divertir. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, je vous emmène voyager au cœur de la citadelle souterraine de Verdun et au Far West. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr.
180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. De la musique qui nous endort à celle qui nous réveille le matin. Vendredi sur Mosaïque, ce n'est pas le temps maussade de ce début d'été qui aura freiné les artistes et le public. Retrouvez les meilleurs moments de l'édition 2015 de la Fête de la musique dans le secteur. Attrape-rêve, Tipeee, malgré tout, ce n'est pas vraiment au Far West que nous accueille Elke et Steve, mais à Beach. Elle est allemande, lui est né à New York et descend de natifs américains, les premiers habitants des États-Unis. Ils ont d'ailleurs décidé de vivre comme ses ancêtres. C'est un reportage d'Émilie Capodici et Guillaume Dumonteil. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Hello, my name is Steve. I come from upstate New York, there where the Great Lakes are. That's the area of the Seven Nations. On est dans un tipi chez Little Cloud, dans mon tipi. Ça, c'est un endroit que j'adore pour venir parce que j'ai le contact avec la terre-mère, et en même temps, je peux voir le ciel et je suis protégée et quand même pas enfermée. Voilà, c'est très agréable, ça me fait vraiment du bien pour dormir ici. Mon époux, il était malade à un moment donné et il avait beaucoup de fièvre, et quand il s'est remis, il a dit, voilà, j'avais une vision, je veux faire la roue médecine, construire une habite sur notre terrain. La roue médecine, c'est, si on veut, c'est l'ADN de la terre. On peut dire aussi une église ou un hôpital ou une école pour les Indiens, pour les natifs. On apprend plein de choses. Quand on rentre, on se fait purifier et on rentre, on voit un peu les liens dans la vie, on voit un peu comment ça fonctionne dans la vie pour comprendre mieux sa propre vie. L'arbre, il est au milieu de cet espace. Et voilà, l'Est, ça veut représenter l'illumination. Après, le Sud, c'est très grand. Ici, ça se voit, c'est pour la famille, pour être avec la famille. Et après, il y a l'Ouest, là où il y a le soleil se couche. Voilà, là, il y a des tipis pour dormir. Et à la fin, il nous reste encore le Nord, la sagesse, la tranquillité. Mon intérêt pour les Indiens m'inspire pour faire les petits objets de leur culture. Destination radicalement différente, la citadelle souterraine de Verdun est l'un des sites phares du tourisme de la ville. Avec 7 km de galeries, la citadelle abritait au plus fort de la bataille jusqu'à 7000 hommes. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. À la fois refuge et centre logistique, au plus fort de la bataille, la citadelle souterraine abritait jusqu'à 7000 hommes. C'est l'un des sites phares du tourisme de mémoire de Verdun. 7 km de galeries, creusées entre 1890 et 1914, irriguent cet arrière-front où se côtoyaient dans l'humidité et l'obscurité boulangers et infirmiers, blessés et relèves de poilus en partance pour l'enfer de la bataille. Accueillant aujourd'hui 90 000 visiteurs par an, le site fait l'objet d'un projet de développement qui verra son parcours de découverte doublé
passant de 400 à 800 mètres et permettra surtout la visite de galeries, cadres de scènes historiques, telle, le 10 novembre 1920, celle où fut choisi le soldat inconnu de l'Arc de Triomphe. Alors c'est tout simple, ils ont été chercher 8 soldats inconnus, mais ils ont vérifié que c'était bien tous des Français. D'ailleurs les autres soldats inconnus sont au Faubourg Pavé à Verdun. Et ils ont demandé aux personnes qui étaient là, et ils ont choisi le jeune homme qui lui était aussi issu d'un soldat inconnu, en fait, et de mettre une fleur sur une des 8 tombes. Et lui, tout simplement, comme c'était très difficile de choisir, il a additionné ses numéros de régiment. Donc, c'était le 123e régiment, 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Il a choisi le 6e cercueil. Au-delà du rappel de temps forts de la mémoire collective, l'ambition est bien de favoriser l'immersion du touriste dans le quotidien des soldats de 14-18. Doté d'un matricule, chacun revivra alors les scènes d'hier, les technologies les plus innovantes étant mises en œuvre. Le seul décor réel, c'est les galeries, et tout le reste des décors sera dans les lunettes, projeté dans les lunettes par un système de réalité augmentée. Donc des scènes tournées, ça peut être aussi des lumières qui se projettent sur les murs, des objets, etc. Bien sûr, des acteurs, un film qui va se dérouler avec des scènes qui vont se succéder les unes après les autres, dans un parcours qui devrait durer environ entre 25 et 30 minutes. Rien ne sera laissé au hasard pour créer l'atmosphère et aiguiser les sens. Des nacelles véhiculeront ainsi, par groupe de 9, les visiteurs en prise directe avec les déflagrations et les éclairs de la guerre, mais pas seulement. Les odeurs, autant que faire se peut, seront reconstituées selon les scènes. Alors, notamment, par exemple, la scène de la boulangerie. Il faut savoir qu'ici, dans la citadelle souterraine, il y avait 26 000 rations de pain qui étaient faits tous les jours, 24 heures sur 24, et qui permettaient au front de tenir au niveau nourriture. Au plus près de la réalité de l'époque donc, tel est le mot d'ordre d'un projet qui remettra en lumière un patrimoine étonnant, jusqu'à présent ouvert au public lors des seules journées du patrimoine. Par exemple, l'escalier en colimaçon historique de 90 marches avec 17 croix de Lorraine qu'on retrouve dans la casemate 14, qui permettait aux soldats de la citadelle haute de descendre dans toute urgence à la citadelle basse pour être protégés en cas de bombardement. En haut, c'était énormément bombardé. D'autres pièces maîtresses seront désormais visibles. Dans les profondeurs de ce joyau de l'architecture militaire, la démesure des cuisines, de la station de pompage d'eau ou encore de la chaufferie avec instruction et charbon d'origine, l'Espantois. En plus du parcours nacelle, l'Office de tourisme du Grand Verdun mettra en place des visites pédestres pour expliquer l'histoire en fait, parce que les gens, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'histoire et la vie de la citadelle. Donc tout ça, les tuyaux, il y en avait avant dans les 7 km de la citadelle. C'est ce qui a amené l'eau, le chauffage, il y avait un peu de tout. En fait. Nul doute que la séduction opérera. Juste retour d'un investissement évalué à 6,5 millions d'euros voulu par la communauté d'agglomération du Grand Verdun, propriétaire de la citadelle depuis 2009 et soutenu par l'État, la région Lorraine et le département de la Meuse. Bien sûr, c'est un projet un peu phare pour le territoire, avec d'autres projets qui sont placés dans le cadre du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Mais on espère que ce parcours rénové va attirer plus de public. On a formaté le parcours pour 150 000 visiteurs par an. Actuellement, on est à 90 000 pour comparer. Mais on équilibre le projet avec 120 000 entrées par an payantes. Un projet prometteur pour Verdun, qui sait, il est vrai, ce que défi veut dire. Certains se portent mieux que d'autres. Mauvaise nouvelle du côté de la presse spécialisée dans le domaine du patrimoine et de la culture. Le magazine Salor tire sa révérence après 9 numéros. Diffusé gratuitement, il nécessitait le concours d'annonceurs. Les engagements n'ont pas été suffisants et le sort en est scellé par la situation budgétaire, le sort du magazine. L'association en revanche continue d'exister et organisera à nouveau des conférences en Moselle-Est et en Alsace-Bossu. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.